Alors bien sûr qu'on peut se positionner du côté où j'ai une réforme qui est tombée, je suis obligé de faire de la facture électronique, c'est une contrainte. C'est ça, exactement. Alors il y en a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là. On ne peut pas leur en vouloir parce que du coup ça vient un peu chambouler leur quotidien et puis c'est une organisation supplémentaire qu'il faut mettre en place selon eux. Euh, mais on peut également prendre la chose différemment et de faire cette crise, si on peut l'appeler comme ça, une opportunité. Bienvenue sur L'humain à cœur du digital, le podcast où des experts de l'informatique et du digital partagent leurs conseils et solutions pour aider les dirigeants d'entreprise, DAF, DSI, RH et autres décideurs à mieux comprendre et adopter le concept du numérique. Notre objectif, vulgariser des sujets complexes pour en faire des leviers accessibles de rentabilité et d'efficacité. Alors, si tu te reconnais dans ces explications, abonne-toi pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Et en attendant, place à l'épisode du jour et bonne écoute à tous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast L'humain à cœur du digital. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur Internet et qui fait suer un bon nombre de personnes et de professionnels. C'est le sujet de la facture électronique. Je suis aujourd'hui avec Murat. Donc, bonjour Murat. Salut Marine. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter ? Bien sûr, je vais me présenter de par surtout mon expérience professionnelle Bien du sûr. coup. Alors pour faire bref, je suis de formation comptable. Ok. J'ai travaillé longtemps en tant que comptable et surtout en tant que responsable financier. Et maintenant, ça fait quelques années où j'ai décidé de me reconvertir et je suis aujourd'hui consultant autour des solutions de dématérialisation. Et c'est vrai que de par mon passif financier, j'en ai fait un peu une spécialité de la dématérialisation des factures. Donc une très bonne expérience pour parler du sujet du jour. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que tu es prêt pour commencer, Murat ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Déjà, est-ce que tu peux un peu nous réintroduire et nous expliquer ce qu'est une facture électronique ? Oui. Alors, encore une fois, je vais faire de manière très simple. Mm. Une facture électronique, c'est une facture numérique qui est structurée et sécurisée. Pourquoi je parle de sécuriser ? Parce que du coup, ça va permettre de garantir le contenu de la facture et également l'identité de l'émetteur. Et donc, du coup, c'est pas du tout finalement une facture qu'on aurait récupérée, scannée et juste convertie en format PDF. Non, justement, surtout pas. Il y a encore beaucoup de personnes qui font un peu l'amalgame. Une facture papier convertie en PDF, c'est une facture dématérialisée et c'est pas du tout une facture électronique comme je viens de le citer avant. D'accord. Et finalement, quels sont les objectifs de cette réforme ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, sans surprise, le premier objectif, je pense qu'on a beaucoup qui le savent, c'est déjà pour lutter contre la fraude à la TVA. Évidemment. C'est l'objectif principal. Mais pas seulement, il est également prévu de pouvoir pré-remplir automatiquement les déclarations de TVA une fois que toutes les entreprises seront passées à la facture électronique. D'accord. Parce qu'il y a un calendrier en fonction de la taille, mais on pourra se documenter plus tard sur ce sujet. Mais une fois que tout le monde serait passé sur la facture électronique, il y aura suffisamment de données, de toutes les données de transaction pour pouvoir pré-remplir la déclaration de TVA. Autre objectif qui est relevé, c'est de permettre une automatisation qui permette d'alléger un peu les tâches administratives, de pouvoir rendre les organisations plus compétitives et surtout aussi de pouvoir remonter l'activité de mon entreprise en temps réel vers l'administration fiscale. Donc, ce qui permet d'avoir un suivi en temps réel de la performance de l'entreprise par rapport aux autres entreprises ? Alors ça permettrait de voir la performance, mais surtout ce qui va intéresser l'administration fiscale, c'est justement de pouvoir tracer toutes les transactions D'accord. et de voir à quel moment on va devoir payer la TVA, à quel moment on doit faire les déclarations, etc. Ça va surtout permettre à l'administration fiscale cette remontée en temps réel. Ok. Et finalement, qui est concerné par cette réforme ? Alors cette réforme concerne toutes les entreprises françaises et assujetties à la TVA. Et qui ça ne concerne pas ? Est-ce que tu as des exemples d'entreprises ? Du coup, les non-assujettis à la TVA. Et lesquels ? Alors en fait, donc du coup, il y a une petite poignée dans la grosse majorité, il y a énormément, la grosse majorité des entreprises sont assujetties à la TVA. Ceux qui ne sont pas assujettis sont définis dans l'article 261. D'accord. À aller regarder, hein. Mais grosso modo, si je dois donner quelques exemples, par exemple, les activités de formation sont exonérées de TVA. Ce n'est pas assujetti. Les organismes à but non lucratif, certaines transactions bancaires ou financières ne sont pas également assujetties. Il y a également le médical qui est concerné, donc ça va concerner une petite poignée d'activités. D'accord. Et si on parle de la réforme de la facture électronique, je pense aussi qu'il y a deux notions qui sont importantes à expliquer.
c'est la partie e-invoicing et e-reporting. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer la différence entre ces deux notions? Tout à fait, effectivement, quand on s'intéresse à la facture électronique, on voit inévitablement ces deux notions. L'e-reporting, tout simplement, ça va être la transmission de la facture électronique qu'on a définie avant vers des PDP. Et le e-reporting, c'est complémentaire donc du coup à l'e-invoicing. Ça va concerner toutes les transactions que je fais avec des non assujettis, avec des clients particuliers, des clients étrangers par exemple. Et deuxième volet de l'e-reporting, ça va concerner surtout les entreprises prestataires de services. D'accord. Tu ne le sais peut-être pas parce que c'est un peu de la fiscalité, mais quand je suis une entreprise prestataire de services, par défaut, je suis soumis à la TVA sur encaissement. C'est-à-dire Ok. que je vais devenir exigible de ma TVA uniquement quand j'aurai encaissé le montant de ma facture. Et donc, du coup, il faudra aussi envoyer à l'administration fiscale cette information. D'accord. Toujours pour cette déclaration de TVA pré-remplie, justement. Ok, je ne savais pas du coup ce point-là par rapport aux entreprises prestataires de services, c'est bien ça. C'est ça, bah, il faut être du métier, ou alors il faut être intéressé par la C'est fiscalité. ça. Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises demain quand elles vont devoir émettre ou recevoir leurs factures? Est-ce que ça va bousculer leur quotidien ou pas du tout? Alors pas tant que ça parce que la réforme ne vient pas modifier la façon de faire les factures, de la manière où sont organisées les entreprises. Ça consiste vraiment à envoyer des factures électroniques en passant par un PDP. Si c'est une facture électronique et donc du coup pareil, si je travaille avec des clients particuliers ou étrangers, je continuerai à envoyer mes factures comme aujourd'hui par email ou par courrier, avec l'obligation d'envoyer un e-reporting à l'administration. Et tout ça de manière automatique avec les solutions qui sont proposées aujourd'hui sur le marché. D'accord. Donc le quotidien de la facturation ne sera pas bousculé. Ok. Je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as parlé de PDP, moi je vais parler de PPF également. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est, on va peut-être commencer avec le PPF, Hmm. ce qu'est le PPF ou plutôt ce qu'il était avant le fameux communiqué de presse du mois dernier et ce qu'il est devenu maintenant? Bah oui, effectivement. Alors, tu le sais, vu que tu suis toi également un peu Oui, cette notion-là, ça fait couler beaucoup d'encre depuis le 15 énormément. octobre, depuis ce communiqué de presse. Il y a de l'actualité quasiment tous les jours. Donc en fait, si je dois redéfinir le PPF, ce qui était avant, je le résumerai avec trois rôles qui lui étaient attribués. Son premier rôle était de pouvoir permettre aux entreprises de pouvoir utiliser le PPF, qui est la plateforme publique de facturation, qui en quelque sorte devait être l'évolution de Chorus Pro, tel qu'il existe aujourd'hui pour les collectivités. Et donc du coup, cette plateforme devait permettre de pouvoir émettre et recevoir des factures électroniques gratuitement. Ok, L'autre deuxième rôle, il devait jouer le rôle de concentrateur des informations pour les envoyer vers l'administration fiscale, ce fameux e-reporting qu'on a défini avant. mhm, Et troisième rôle, de constituer un annuaire d'interopérabilité entre les différentes plateformes qui existent et qui vont exister. ok. Sauf que depuis justement ce communiqué de Ça a presse, changé. ça a changé. Le premier rôle que j'ai défini, la possibilité d'envoyer et de recevoir mes factures électroniques gratuitement, ça a été complètement abandonné par le PPF au profit des PDP justement. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce Et qu'est je le m'attendais, PDP? je m'y attendais. Donc du coup, le PDP, ce sont originellement souvent des opérateurs de démat qui ont fait la demande d'être immatriculés en PDP. C'est-à-dire que du coup, ils ont dû déposer un dossier avec les conditions posées par l'administration fiscale pour être candidat à être PDP. L'immatriculation se fait pour 3 ans et c'est renouvelable. Et ça permet notamment, alors c'était également le cas avant, mais du coup aujourd'hui c'est obligatoire pour tout le monde PDP, mais il va un peu plus loin que ce qui était prévu par le PPF, c'est-à-dire de juste transmettre ou faire transiter plutôt des factures avec un format bien défini. Les PDP ont la possibilité de pouvoir faire transiter comment dire, des flux de factures privés, les fameux flux EDI qui existent depuis toujours dans certaines grandes entreprises très souvent, de pouvoir justement envoyer en format EDI. Donc c'est des formats qu'on appelle privés, Mhm. qui seront maintenus pour demain de la facture électronique et qui vont passer également par les PDP. Et donc on parle de PPF, on parle de PDP.
Avant ce communiqué de presse du mois dernier, on avait un schéma en Y dans lequel apparaissaient également des OD, donc des opérateurs de dématérialisation. Aujourd'hui, ces OD ou on peut peut-être également parler d'éditeurs de logiciels, Mhm. est-ce qu'ils ont toujours leur place dans cette réforme? Alors effectivement, les opérateurs de démat, ils sont toujours dans la course. D'accord. C'est vrai qu'avant, dans le schéma en Y, qui était un peu imbuvable quand on regardait la première C'est fois, vrai. on avait un peu du mal à avoir la lecture, on le regardait plusieurs fois. On voyait clairement les différents acteurs, le PDP, le PPF, les OD. Aujourd'hui, alors je pense surtout qu'ils ont dû faire un nouveau schéma un peu dans la précipitation le plus Mmh. rapidement possible pour un peu éclaircir ce flou qui était né. Les opérateurs de données, ils ne sont pas mentionnés tels quels, mais si on regarde le schéma, il y a transmission de flux et flux de facturation et flux de facturation. Et un opérateur de démat, ça a toujours été son rôle de pouvoir traiter des flux Mmh. et ensuite, donc du coup, là, l'idée, c'est de pouvoir justement les pousser vers le PDP. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, flux de facturation, en fait, c'est sous-jacent les opérateurs de démat. Donc finalement, les OD ont toujours leur place Mhm. et ils vont, créer, on va dire, des sortes de partenariats avec des PDP. Alors effectivement, aujourd'hui, les opérateurs de démat, tels que je définis, ce sont ceux qui n'ont pas fait le choix de se faire immatriculer Mmh. et ils ont toujours existé pour pouvoir automatiser les flux de factures souvent, ou n'importe quel flux, mais là on parle surtout de factures, pour pouvoir justement automatiser certains traitements et exporter les écritures vers la comptabilité en fait. Donc du coup, donc ils continueront à faire ce rôle de gestion, mais ils ne peuvent pas envoyer directement la facture au client, pardon, ils doivent passer par un PDP. Donc on va parler de partenariat ou dernièrement, on a également d'autres notions qui ressortent un peu. Mmh. Par exemple, cette histoire de marque blanche. Depuis toujours, en fait, on pouvait demander à être marque blanche d'une PDP. Selon moi, c'était un peu mis à l'écart parce que du coup, il y avait ce fameux PPF qui devait permettre également de pouvoir envoyer des factures électroniques. D'accord. Mais on voit que dernièrement, on reparle un peu de cette possibilité de travailler avec un PDP en marque blanche, par exemple. Finalement, le PPF qui était censé être un peu l'alternative gratuite pour les, plus petites structures ou en tout cas les structures qui ont peu de volume de factures ou, les auto-entreprises, a été abandonné. Mhm. Donc finalement, comment ça va se passer pour, ces structures-là? Est-ce qu'elles vont devoir passer, obligatoirement par un PDP? Alors justement, vu que les factures électroniques doivent passer par une plateforme et que le PPF n'existe plus, Mmh. obligation de transmettre les factures vers des PDP. Mais comme je l'ai dit avant, donc du coup, vu que c'est un peu chamboulé les choses, je reste en veille un peu comme toi. Euh, j'ai pu voir que par exemple, les experts comptables discutent de mettre en place un PDP à titre gratuit, OK. mais j'ai pas forcément pu voir dans le détail parce qu'ils n'ont pas beaucoup communiqué dessus. Ils l'ont annoncé, Ils mais ils l'ont sont pas rentrés annoncé, dans le détail, mais je en ne sais effet. pas s'ils vont forcément l'ouvrir à tout le monde ou est-ce qu'ils vont plutôt créer un PDP, mais dans le cercle du métier, de l'ordre des experts comptables, par exemple. D'accord. Donc, je pense que, et en tout cas, c'est la tendance qui montre ça, il y a des rebondissements un peu tous les jours. Donc, je pense qu'il y aura d'autres services, d'autres offres qui vont émerger dans les jours et les semaines à venir. D'accord. Cette réforme, elle concerne, plus de 4 millions d'entreprises, si je ne me trompe pas. Mhm. On parle, de PDP, immatriculés, provisoirement, et j'insiste bien sur le provisoirement, mais on va en rediscuter. Mm. Est-ce que tu sais quand est-ce que ces PDP seront immatriculés, de manière définitive? Est-ce qu'il y a déjà une date qui a été annoncée? Alors, tu fais très bien de le soulever justement, parce que je trouve que la communication en ce moment, avec tout ce qu'on peut voir, est un peu tendancieux ou hasardeux. Oui. C'est très important d'avoir en tête que l'immatriculation, elle est pour le moment provisoire. C'est-à-dire que du coup, les PDP, les candidats ont déposé un dossier pour pouvoir prétendre à être PDP. Sur le papier, l'administration a checké et a dit bah, ok, tu as rempli toutes les cases, tu peux être immatriculé. Donc, l'État, pardon, l'administration a immatriculé provisoirement ces plateformes-là. D'accord. Et l'immatriculation définitive, on n'a pas encore de date proprement fixée, mais on a un peu des dates qui viennent un peu nous montrer la tendance. Par exemple, je sais que premier trimestre 2025, il y a des tests, des phases pilotes qui vont être faites avec ces PDP.
Il y a des dates en janvier ou en mars déjà pour voir qu'ils vont pouvoir communiquer avec le PPF. Et on imagine qu'il va avoir également plein d'autres séries de tests. Mhm. Et on pense que fin 2025, on sera en mesure de pouvoir connaître les premiers PDP immatriculés définitivement. D'accord. Mais il est très important de savoir qu'aujourd'hui, si on vient dire moi je suis PDP, c'est à prendre entre guillemets parce que pour le moment les immatriculations sont uniquement provisoires. D'accord. Et est-ce que cette immatriculation provisoire devrait empêcher le fait que les entreprises anticipent cette réforme? Par exemple, une entreprise qui souhaite travailler avec un OD, est-ce que l'entreprise doit absolument attendre que l'OD ait bien trouvé un PDP partenaire immatriculé définitivement, ou est-ce qu'on peut quand même initier des débuts de projet pour finalement anticiper au mieux cette réforme? Bah alors selon moi, il n'y a pas forcément nécessité d'attendre une immatriculation définitive. D'accord. Parce qu'en fait, un opérateur de démat, son rôle, comme je l'ai un peu dit avant, ça va être de pouvoir voir comment je peux automatiser les flux d'une entreprise, comment je peux optimiser tout ça et gagner un peu de temps, et déjà un peu de bénéficier du bénéfice d'avoir des, comment dire, des flux plus structurés, un peu de manière automatique et dématérialisée. Finalement, un opérateur de démat, c'est lui qui va gérer toute la partie traitement, réception, validation. Et ensuite, quel que soit le PDP, si je peux un peu le schématiser, c'est comme si que j'avais une prise électrique et je voulais voir sur quelle prise de courant je vais me brancher. Ok. Donc en fait, finalement, l'OD, quel que soit le PDP retenu, pourra continuer à faire son travail pour l'automatisation. Le PDP, si je devais le remettre strictement dans sa définition pure, il va permettre uniquement l'échange de factures électroniques en émission comme en réception. Et là-dedans, on ne parle pas du tout de traitement. C'est juste la manière où je vais réceptionner et émettre. Tout le traitement, l'automatisation que je cite depuis avant, Mhm. c'est géré par l'opérateur de démat. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est préférable de pouvoir se poser tant qu'il est encore temps, de pouvoir vraiment identifier le besoin et de le faire en sérénité et pas dans la précipitation parce que bah, le temps avance Oui. et ça avance à grands pas en fait. Et je pense qu'il vaut mieux se poser ces questions aujourd'hui et déjà d'anticiper pour pouvoir déjà avoir les bénéfices de tout ce qu'on vient de dire avant et le jour venu de faire confiance à l'ED qui va se brancher sur le bon PDP qui sera immatriculé définitivement. Donc finalement, c'est un peu comme un détail pour les OD de savoir le PDP partenaire. Tout à fait. Alors, normalement, un ED, il a tout intérêt à faire confiance à un PDP bien solide. Par exemple, Bien on a des sûr. systèmes bancaires qui s'offrent PDP, qui, moi, très naïvement, je me dirais, ben, c'est quand même un système bancaire, il doit avoir les épaules Mhm. solides, etc. Donc, je pense que dans le choix des PDP, les opérateurs de démat ont leur grille, leurs critères qui doivent, qui leur permettent surtout de pouvoir identifier le degré de confiance qu'ils auront à être immatriculés. Et avec les nouveaux rebondissements de cette réforme, finalement, est-ce qu'il existe encore des points positifs? Moi, je pense que oui, mais tu Bien vas sûr que nous les oui. développer. Alors bien sûr que oui. Alors bien sûr qu'on peut se positionner du côté où ben, j'ai une réforme qui est tombée, je suis obligé de faire de la facture électronique, c'est une contrainte. C'est ça, exactement. Alors il y en a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là. On ne peut pas leur en vouloir parce que du coup ça vient un peu chambouler leur quotidien et puis c'est une organisation supplémentaire qu'il faut mettre en place selon eux. Euh, Mais on peut également prendre la chose différemment et de faire cette crise, si on peut l'appeler comme ça, Mhm. une opportunité. Pourquoi je parle de ça? C'est que du coup, aujourd'hui, pour dématérialiser les factures, comme on l'a dit justement, pour l'avoir sous format numérique, on utilise la technologie de l'OCR souvent. Mhm. Donc du coup, c'est une technologie qui permet de lire le contenu d'une facture, d'en ressortir les informations sous format numérique et d'en faire des traitements. Par contre, qui dit OCR dit analyse informatique et donc du coup soumis à interprétation déjà du contenu qui a été capté en fonction de la qualité du document, et en plus de ça des algorithmes qu'il connaît. D'accord. Donc du coup la valeur elle n'est pas aussi fiable enfin aussi fiable que des données numériques en fait. Ok. Finalement cette facture électronique, ben, vu qu'elle est structurée et normée, ce n'est plus l'ECR qui va aller chercher les informations
sur le document visuel, mais il va les pointer directement vers ce fichier numérique. Et donc les données qui seront transmises, enfin ressorties, seront fiables à 100%. D'accord. Donc, ok, ça peut être vu comme une contrainte, mais par contre, vu qu'on a déjà tout au format numérique, eh ben, je trouve que c'est dommage de ne pas bénéficier de cette réforme pour pouvoir automatiser les flux. Et donc, du coup, gagner en compétitivité tous les critères qu'on avait nommés avant, en fait. Euh, Par ailleurs, on parle également de cette contrainte d'archiver les factures. Moi, je suis un ancien comptable, comme je te l'ai dit avant. Mhm. Je n'ai jamais été capable de retrouver, quand je voulais, de manière très sereine, les documents que je recherchais. Comment ça? Parce Ah qu'en fait, bon? je suis un garçon ou un homme vraiment très caricaturé. Je ne vois pas les choses qui sont sous mes yeux. D'accord. Donc du coup, moi, l'outil informatique m'a toujours beaucoup aidé quand j'étais comptable. Ok. Et j'ai toujours eu la chance de travailler dans des sociétés qui étaient suffisamment grandes et qui pouvaient investir dans ce genre d'outils. Donc moi, à part en cabinet où j'ai fait un peu en papier, j'ai toujours travaillé en dématérialisé. Et D'accord. c'est pour ça que je suis tellement convaincu de cette réforme et de l'automatisation, en fait. Donc finalement, c'est aussi un vrai gain de temps dans la recherche de factures ou d'autres documents dématérialisés. C'est un gain de temps. Après, là, je grossis le trait, je donne mon exemple à moi, mais je Mm. veux dire, sans même parler de ça, si on est plusieurs dans un service et que moi, je le classe à ma manière et que toi, du coup, tu vas le classer à ta logique, même si on Mhm. s'est concerté, Oui. on va avoir peut-être notre interprétation, on va tout simplement faire des erreurs parce que nous sommes humains Mhm. et ça va venir complexifier la recherche de documents. Alors que là, en fait, quand j'ai mes informations de manière numérique, et ben, en tapant des mots-clés, je vais pouvoir retrouver rapidement mes factures, soit par le nom de mon fournisseur, ou alors par exemple, si je prends le cas, j'ai une flotte automobile et je fais des réparations sur un des véhicules. Je ne me rappelle plus de mon prestataire ou de l'entreprise qui a fait les Mhm. réparations, mais je connais l'immatriculation de mon véhicule naturellement. Donc Mhm. du coup, en tapant l'immatriculation de mon véhicule, je peux retrouver plus rapidement et directement mes factures liées à cette immatriculation. D'accord. Donc ça offre plus de critères de recherche, plus de flexibilité dans ce sens-là également. D'accord. Et quand tu parles d'erreur, on peut aussi parler d'erreur de saisie, Tout à fait, finalement? tout à fait. C'est un peu comme je le disais. Euh, Aujourd'hui, quand un comptable saisit ses factures, enfin on dit comptable, mais n'importe qui, Oui, s'il oui, bien ressaisit sûr. une information, Mm. tu as le doigt qui fourche et donc du coup, tu tapes une mauvaise information. Mm. Ça arrive, c'est arrivé à tout le monde et ça arrivera toujours. Mhm. Par contre, donc du coup, euh, encore une fois, vu qu'on va récupérer les informations de ce fichier numérique, eh ben en fait, on est sûr de la valeur, il n'y aura pas de recopie. Et vu que D'accord. ce n'est pas une autre machine ou une autre technologie comme le CR qui a interprété par exemple le numéro de ma facture, eh ben en fait, je n'aurai pas de problème d'erreur. Donc ça va vraiment réduire également les erreurs de saisie. Donc ça va devenir finalement plutôt de la vérification? En fait, justement, l'automatisation et surtout de manière plus fiable va permettre, selon moi, de plus placer l'humain au centre de ces tâches-là, Mhm. comme, et qui va occuper plutôt un rôle de, de vérification, de voir si toutes les informations sont OK. Enfin, tout ce qu'un comptable ou une personne doit vérifier, il va pouvoir se concentrer uniquement sur ce rôle de contrôle et non pas le travail de ressaisie qui n'est pas des plus intéressants. Effectivement, donc du coup, ils vont pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Surtout, plus forte valeur ajoutée. Alors pour moi, toute tâche a une valeur ajoutée, Oui, mais bien sûr, oui. peut-être que du coup, on peut plus dire que les tâches qui sont automatisées et qui ne nécessitent pas une grande expertise Mhm. vont être traitées par la machine. Et donc du coup, l'expertise de l'humain peut être plus profitable justement en faisant peut-être plus d'analyse financière ou bien de faire d'autres contrôles autour de cette facture, surtout par exemple au niveau de la validation, si les prix d'achat étaient justes ou pas, ça peut être plus vaste à ce niveau-là que de ressaisir un numéro de facture ou une date. Ça, c'est quelque chose que la machine peut faire. Très simplement, il n'y a pas de contrôle à avoir. D'accord, Si sur ma facture, il y a écrit 1er janvier, eh ben, il faut qu'il y ait écrit 1er janvier. Il n'y a pas de contrôle d'accord. possible là-dessus. Et Ok. par exemple, si je dois plutôt vérifier, tiens, par exemple, j'ai ma facture d'énergie de ce mois-là.
il est de tel montant hors taxe, ça me paraît un peu gros quand même. Combien j'ai consommé l'année d'avant pour voir si j'ai pas un problème. Ou alors, ben tiens, le mois dernier, j'ai consommé moins. On peut avoir plus ce genre de vérification qui est peut-être plus de l'ordre de l'expert, pas de l'expert comptable, mais plus du contrôleur de gestion, par exemple. D'accord. Mais pour moi, un comptable doit avoir la maîtrise de ce qu'il inscrit dans les comptes et également de pouvoir justifier ses comptes. Et Ok. quand je parle de contrôle, ça va être plus ce genre de choses. Alors que si j'ai 500 factures à saisir, mais que je vois que cette facture, elle est énormissime, Mm. bah, je vais quand même la saisir, je n'ai pas le choix, mais je n'aurai pas forcément le temps pour pouvoir aller en profondeur pour voir, mais pourquoi? Est-ce que du coup, il n'y a pas une erreur? Je dis l'électricité, bah, ça peut être une consommation d'eau. Je grossis le trait, Oui, bien sûr. j'ai un tuyau qui a pété, il y a un endroit où j'ai de l'eau qui coule, et puis ça explose mon compteur. Il n'y a personne qui le voit. Moi, je le vois au travers de la facture, par exemple. D'accord, ok. Et tu parlais de prix, de contrôle. Est-ce qu'on peut parler aussi des délais de paiement? Est-ce que ça va finalement aider à réduire indirectement les délais de paiement? Alors, naturellement, en fait, c'est que je vais te reciter un exemple. Vas-y. Je suis ton comptable, je saisis une facture et je dis, Marine, j'ai reçu cette facture, c'est toi qui as fait la commande, il faut que tu me la valides pour bon à payer. Mhm. Et toi, donc, du coup, ben, tu es une personne qui est très, très chargée, qui est très peu disponible, et tu vas mettre un temps pour la valider. Ou alors, tout simplement, parce que tu as une dent contre moi, mais en fait, donc, du coup, ça veut dire que je serai contraint de venir te voir à ton bureau pour te demander où en est cette facture, sous réserve que tu sois au bureau en plus de ça et que tu ne sois Oui. pas déjà avec une autre Mm. personne. Donc, dans le contexte, ben, en fait, un comptable qui a une relance téléphonique d'un fournisseur, à la place de poser le téléphone et de dire attendez, je vais aller voir Marine, bah, il pourra déjà directement regarder dans sa plateforme où en est cette facture, si elle est toujours chez toi ou si tu l'as mis en litige pour X ou Y raison. Et donc du coup, on parle de réduction des délais de paiement. Bah, pareil, le temps que j'aurais perdu à venir te voir et te le poser sur le bureau et que toi tu prennes le temps de la vérifier et d'inscrire ton annotation et que tu me la ramènes, Mhm. bah, en fait, en un seul clic, tu vas pouvoir me dire, bah oui, Mourad, je suis OK, je valide et tu vas pouvoir la payer. Et moi, je vais pouvoir poursuivre mon traitement. Donc tout ça grâce à un workflow ou circuit de validation C'est finalement. ça, c'est exactement la même chose. Un workflow, c'est un circuit de validation. Donc du coup, c'est un circuit de validation qui est dématérialisé. Mhm. Et en fonction des solutions comme la nôtre, par exemple, on peut inscrire des commentaires et faire vivre la chose pour centraliser justement toutes les informations de cette facture, de son arrivée jusqu'au paiement. Ok. À la place d'aller chercher dans mes mails, dans mes Teams, etc. Ça permet justement de centraliser tout ça. Et justement, pour les raisons que je viens d'évoquer, ben, je vais avoir le bon à payer plus rapidement. Et si j'ai le bon à payer plus rapidement, ben, je vais pouvoir générer mes fichiers de règlement plus rapidement. Ok. Et au-delà de ces côtés positifs, est-ce que la réforme de la facture électronique, ça serait pas finalement pardon, l'opportunité de dématérialiser d'autres flux internes à l'entreprise, peut-être les RH, la qualité, les achats, et je pense qu'il y a peut-être plein d'autres flux aussi qui pourraient être très pertinents de se pencher, ou pour l'entreprise de se pencher sur le sujet, je vais y arriver. Bah, bien sûr que oui, c'est pour ça que je l'ai dit en tout début. Je suis plutôt le consultant, enfin, je suis consultant en solution de dématérialisation, donc ça Mhm. inclut tous les flux administratifs qu'on peut avoir, mais on fait surtout de la facture électronique parce qu'il y a une C'est le demande sujet. de Ouais. par la réforme, mais on fait également déjà de la dématérialisation pour les ressources humaines, les services qualité, D'accord. pour avoir un versionning par exemple des certifications, justement pour tracer toute la vie des documents qu'on va dématérialiser. Ok. Donc c'est pour ça qu'une solution de dématérialisation, telle que nous on offre encore une Mm. fois, on a bien sûr un volet facture électronique, mais on peut également, sur le même module, dématérialiser plein d'autres documents et vraiment jouer ce rôle de centralisateur, tout document confondu. D'accord. Sans même parler en plus des autres documents d'autres services, comme je l'ai dit, on a parlé de facture électronique. Mais si j'ai des factures, si je reçois des factures de mon fournisseur de l'étranger, Mhm. je ne vais pas la récupérer sur le PDP. Je vais la réceptionner aujourd'hui de manière classique, soit par mail, soit par courrier. Mhm. Donc du coup, ça veut dire que cette facture, elle sera jamais archivée, jamais présente sur le PDP. Donc une solution de dématérialisation qui permet de centraliser et mes factures électroniques, qui sont de la réforme de la facture électronique et autres, au même endroit, sans démultiplier mes outils. Mhm.
Et donc, du coup, ça va être beaucoup plus simple de suivre toutes mes factures, tous mes flux, et également faciliter la recherche, parce que j'aurai tout sur un tronc commun. Ok. Et cerise sur le gâteau, ben justement, si je suis également le responsable d'un autre service, mais que j'ai, par exemple, tout simplement, je suis aussi le responsable qualité, Mhm. ben, je peux utiliser la même plateforme pour également gérer mes documents à moi, les partager avec mes collaborateurs Mhm. ou faire vivre également d'autres documents. D'accord, donc finalement, il y a quand même vraiment un aspect pratique et efficace. Tout à fait, tout à fait. L'opérateur de dématérialisation, il ne doit pas être limité ou bien réduit Mm. au traitement de la facture électronique. Bien sûr, tous les opérateurs de démat ne font pas tout ça, hein. Mhm. Moi, je parle vraiment de nous, notre périmètre d'action. On n'est pas uniquement limité à la facture électronique. C'est un volet parmi tant d'autres qu'on propose. Et si tu aurais des conseils à donner aux entreprises aujourd'hui qui souhaitent peut-être anticiper du coup cette réforme, par quoi tu leur dirais de commencer? Alors pour moi, déjà, dans un premier temps, il est important de se poser et d'identifier un peu tous nos flux. Ok. Quand il dit identifier les flux, qu'est-ce qui se passe quand j'émets une facture? Est-ce qu'il y a Pierre-Paul Jacques qui intervient? Quel est le rôle de chacun là-dedans et pourquoi ils le font? Dans l'autre sens, donc aussi bien que quand j'émets que quand j'en reçois. Qui sont ces différentes parties prenantes qui vont intervenir dans ce traitement? Déjà, ça permettra d'identifier, ben oui, nous on a ce flux-là et ces flux-là. On peut avoir une problématique de pouvoir dématérialiser ce flux-là. Il faut qu'on puisse réfléchir à comment on va le faire pour ne pas perdre nos points de contrôle. Ensuite, il est également important d'identifier si toutes nos activités dans l'entreprise sont assujetties à la TVA. On peut avoir une entreprise qui, du coup, a une partie de l'activité qui est assujettie, une autre qui est En effet, non oui. assujettie. Mm. Donc, ça permet également d'un peu de poser le cadre pour quelle partie je suis assujetti à la facture électronique et pour l'autre, pour laquelle je ne suis pas. Euh, D'identifier également si j'ai des flux, etc., tout ce qu'on a exprimé avant. Tout ça pour avoir déjà une cartographie de mon organisation et de mon besoin de demain. Ça permet déjà beaucoup de poser les choses et de pouvoir un peu ensuite cibler d'autres prestataires auxquels on va aller pouvoir toquer la porte Et de faire un cahier des charges du et coup? faire un cahier Mm. des charges. En fait, le principe, c'est de faire un cahier des charges et de consacrer, selon moi, en fonction de la complexité. Je veux dire, je Mhm. peux avoir une organisation très très simple où bah, j'ai pas de grosses problématiques. Mais si j'ai une autre organisation qui est plus conséquente, bah, il est intéressant de rédiger un cahier des charges, que ce soit le plus exhaustif possible. Ça dépend des projets du coup. Ça dépend des projets, de la taille de l'entreprise, Mhm. de l'organisation, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Mais même si c'est à moindre échelle, faire un semblant de cahier des charges, au moins, même si je suis une petite organisation, Mhm. ça permet, et pour l'entreprise, de savoir où je veux aller. Et si demain il veut toquer la porte d'un opérateur de dématérialisation, il peut dire, ben, voilà, moi j'ai cartographié mes besoins, à vous de me dire si vous pouvez le faire ou pas. Mhm. Ensuite, chose qu'on parle très peu, Mhm. il est important de pouvoir assainir les fiches tiers. Ok, C'est malheureusement pour moi quelque chose qui n'est pas souvent mis en avant, mais qui d'accord. a toute son importance. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on va envoyer nos factures vers ce PDP, on va devoir également envoyer les informations qui permettent d'identifier les sociétés, Ok. c'est-à-dire le SIRET, son numéro de TVA, également son assujettissement à la TVA, ses taux de TVA, etc. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est souvent pas vraiment fait. Parce que, anciennement comptable, je sais que pour pouvoir euh, facturer un client ou bien traiter la facture d'un fournisseur, j'ai besoin de créer son compte. J'ai juste à cliquer sur mon bouton Créer, je vais lui attribuer un code fournisseur, un libellé, et également peut-être son numéro IBAN si toutefois je l'ai. Mais t'es pas obligé de rentrer le numéro SIRET. Tu n'es pas obligé de renseigner le numéro SIRET, D'accord. comme par exemple aussi le numéro de TVA, etc. Donc du Mhm. coup, souvent, on va se cantonner au minimum, on va faire créer et puis enregistrer, on va pouvoir l'utiliser. D'accord. Et demain, toutes ces informations doivent être renseignées et être au plus juste en fait, aussi bien côté fournisseur que client. C'est pour ça que du coup, il est important déjà de le faire aujourd'hui, de s'y pencher. Je vais revenir à notre solution, par exemple, mais nous, on a un module qui permet d'identifier toutes ces fiches tiers qui sont incomplètes, de les mettre en évidence, et ensuite de pouvoir proposer un pré-remplissage parce qu'on va aller pointer le répertoire de l'INSEE pour Mhm. pouvoir pré-remplir la fiche du tiers qui serait par exemple incomplet. Ok, Mais donc un vrai gain de temps. c'est ça, c'est ça.
Et en plus de ça, on ne va jamais l'imposer, on va vraiment offrir la possibilité à l'utilisateur de dire, ben, voilà ce que j'ai trouvé comme résultat par rapport, par exemple, à la raison sociale, voilà ce que je te propose d'après ce que j'ai trouvé. Si tu me le valides en un clic, je vais te remplir, te compléter ta fiche qui est incomplète. Ok, d'accord. Donc ça, c'est important également de l'anticiper. Et enfin, dans le choix du partenaire, la partie qui est aussi des plus importantes, je pense qu'il est préférable d'identifier un partenaire qui a une expérience dans l'intégration de solutions. Quand je dis solutions, logiciel de gestion commerciale, comptabilité, même RH par Et exemple. pourquoi du coup? Pourquoi? Parce qu'en fait, un consultant ou une entreprise de manière générale qui est intégrateur de solutions, en plus multisolutions c'est encore mieux, fait également de la hotline au niveau des clients. Déjà, ils font l'analyse, donc ils ont déjà une connaissance à peu près d'une organisation, même s'ils ne sont pas forcément du métier comme moi je peux l'être, mais ils ont déjà une image, ils connaissent déjà un peu les contraintes des entreprises, et surtout de l'organisation métier. Mais en plus de ça, comme je disais, vu qu'ils font des tickets hotline, bah, ils ont des questions parfois liées métier. Et indirectement, ça leur fait leur formation. Même s'ils n'ont pas forcément fait des études en RH ou en comptabilité, bah, ils vont connaître ces notions, ben, par exemple, de charges constatées d'avance, factures non parvenues, des termes purement comptables, ou si tu n'as jamais mis les pieds, toi j'en suis sûr que tu ne connais pas du tout cette notion-là. Absolument pas. Voilà, mais si tu avais fait de la hotline en comptabilité, Exactement. tu l'aurais vu. Je saurais. Et donc du coup, face à un client, s'il te parlerait au moins de ces notions-là, eh ben, tu saurais exactement de quoi il parle. D'où justement cette expertise, justement. Ce qui simplifie finalement la mise en place ou les échanges, en tout cas, pendant le projet. Ça simplifie les échanges et surtout, ça garantit la bonne compréhension de ma problématique. Moi, par exemple, j'ai été un peu confronté à ce problème-là. De mon éditeur de logiciel, j'avais une personne en hotline où j'avais clairement exprimé qu'il y avait un bug dans mon logiciel et que ce n'était pas du tout un problème métier. Dans un logiciel de comptabilité. Dans un logiciel de comptabilité. Et j'ai le hotliner qui m'a demandé de passer une écriture comptable pour équilibrer. Alors que mon écriture était équilibrée. Sauf que lui, il était purement juste, je vais t'épargner les détails, mais purement juste, ben, je vois le résultat sous les yeux, mais c'était un bug informatique, un numéro de lettrage qui manquait, mais s'il y a des gens qui me comprennent, ils verront de quoi je parle. Ben, en fait, il maintenait que non, il faut passer une écriture comptable. Et pour moi, c'était très frustrant de me dire, j'ai quelqu'un en face de moi qui n'est pas du métier et qui me garantit qu'il faut que je passe une écriture. Et donc, du coup, pour moi, ça casse un peu la confiance que je peux avoir à mon prestataire. Oui, je comprends. J'avais le sentiment de ne pas être forcément accompagné. C'était pas la faute de ce hotliner, mais il avait tout simplement pas de bouteille dans le métier. Et il avait notamment pas fait suffisamment de hotline. Il n'était pas encore tombé sur ce problème, par exemple. Il était encore en train d'apprendre. Je pense qu'il était encore en train d'apprendre. Donc du coup, une vraie expertise dans l'intégration, je pense que c'est inévitable. C'est même primordial pour être sûr que déjà la problématique ou le contexte est bien compris. Et ensuite, au-delà de ça, un prestataire qui a également de l'expérience dans la dématérialisation des flux. Peu importe. Peu importe. Enfin, quand même dans la facture. Idéalement avec la facture, mais les deux combinés, et je le vois avec moi-même, avec la connaissance métier et la possibilité qu'offre un logiciel de dématérialisation, ben, on arrive facilement à transposer les deux. Et donc, du coup, comme je le disais avant, quand un client rédige un cahier des charges et qui pose les bonnes questions, c'est ça que je conseille de faire justement, ensuite de toquer à la porte de ses prestataires et de dire, ben voilà, j'ai rédigé mon cahier de charges, j'ai cette problématique-là. Lors d'une démo, montrez-moi comment vous pouvez y répondre. Et pour moi, ce sera uniquement les personnes qui ont cette expertise-là qui pourront y répondre avec précision, parce qu'ils connaissent le métier, ils connaissent leur solution de dématérialisation, ils font la combinaison des deux, et ils offrent la réponse adéquate. C'est le cocktail parfait, en fait. Pour moi, c'est le cocktail parfait. Cocktail de la réussite. C'est ça, un mojito de la réussite. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Murat pour toute cette clarification et tous ces petits conseils. Nous avons fini ce sujet de podcast sur la facture électronique. Déjà, nous ferons peut-être une partie 2. En attendant, on vous laisse dans la description du podcast un petit formulaire si vous souhaitez y poser vos questions. On pourra peut-être soit y répondre en vidéo ou dans une partie 2
d'un nouvel épisode de podcast de l'humain à cœur du digital. On verra le format. En attendant, on vous dit à bientôt et puis merci encore Murat de ta présence aujourd'hui. Merci à toi Marine. Salut, à très vite. Bonne journée. Vous avez apprécié ce moment? Alors laissez-nous un commentaire, un avis ou partagez cet épisode autour de vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'humain à cœur du digital.